en complément, et beaucoup de choses ont déjà été dites, bien sûr, par ma collègue, indiquer que j'interviens également aujourd'hui au titre de la délégation aux droits des femmes dont je suis membre, et qui travaille, ça a été dit, et bien entendu, dans le cadre du Grenelle de lutte contre la violence conjugale que tout le monde a en tête, qui a été lancé il y a maintenant un mois de cela et qui nous occupera pendant encore un mois et demi. Je considère que cette loi en est un complément utile en termes notamment de prévention dans certains de ces aspects, puisque malheureusement, lorsque les violences aboutissent au sein du couple, au sein de la famille, par des agressions ou des drames, elles sont bien souvent précédées d'éléments qui, si maintenant on peut les détecter en amont, peuvent être traités, peuvent faire l'objet en tout cas d'un accompagnement de leurs auteurs. C'est en ce sens, je crois, que l'augmentation du nombre de stages qui a été rappelé tout à l'heure est importante, puisque en amont, nous pouvons et nous devons également mettre entre les mains des forces de l'ordre et des services de la justice des moyens de prévention. Les aspects sont différents, ça a été dit. Donc pour mesurer l'effectivité ou l'efficience de cette loi, il faudra encore attendre un peu de temps. Il faudra encore attendre que certaines procédures puissent effectivement évoluer grâce au dispositif que cette loi intègre depuis maintenant 13 mois. Mais je voudrais revenir sur deux soucis qui ont été, à mon avis, les deux soucis majeurs évoqués lors des débats sur cette loi. Un risque qui a fait l'objet de longs échanges de correctionnalisation des procédures lorsque nous avons débattre de l'article 2 sur la définition un peu plus précise des qualifications d'agression sexuelle commises sur des mineurs ou sur des mineurs de 15 ans, qui étaient bien entendu des dispositions absolument attendues, très attendues, et que certains ont pu considérer même insuffisantes par rapport aux situations vécues et à certains faits divers judiciaires qui ont été rappelés également tout à l'heure. Bon, moi, je considère qu'on a avancé avec cette loi. Il faut maintenant donner le temps à la chancellerie de nous donner des chiffres pour savoir si les qualifications de commis sur mineurs ont progressé ou pas, si la meilleure qualification des violences sexuelles, parce qu'elles n'étaient pas toutes au rendez-vous, sont également recensées par la chancellerie. Pour ça, il faut un peu de temps. Je dirais un mot quand même sur la présomption de non-consentement, puisqu'on avait eu un débat aussi, et je suis bien d'accord pour satisfaire et respecter naturellement nos principes constitutionnels. À titre tout à fait personnel, mais j'étais peut-être pas le seul, je considère quand même qu'on peut aussi continuer de réfléchir sur une modification de ces principes constitutionnels lorsque les victimes, et c'est le cas des mineurs, sont la population la plus fragile, qui sont en l'occurrence victimes des atteintes les plus graves. Notre Constitution peut, pourquoi pas, envisager de faire évoluer ces principes pour protéger encore plus nos enfants lorsqu'ils sont victimes d'agressions sexuelles. Mais le débat n'est pas ouvert encore aujourd'hui. Sur la lutte contre le cyberharcèlement, je voudrais dire une chose également, puisque plusieurs condamnations sont issues de cette loi. Donc, le numérique fait l'objet d'une attention et d'une vigilance particulière. Et c'est à mettre au crédit de cette loi, naturellement. Il y a quand même quelque chose qui me pose souci, et ça rejoint un certain nombre d'interventions sur les autres sujets d'ailleurs, comme quoi le numérique est un sujet qui transcende les différents domaines. C'est qu'il reste encore aujourd'hui des hébergeurs ou des plateformes qui ne coopèrent pas. Tweetamp continue de ne pas délivrer des adresses IP, continue de maintenir des messages qui pourtant sont sous le coup d'une condamnation. Et nous avons voté à l'Assemblée récemment une loi contre la haine sur Internet qui augmentait notre degré d'exigence à l'égard des hébergeurs et des plateformes. Et je pense intéressant, dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, vérifier que les hébergeurs ou les plateformes ne se considèrent pas comme des spectateurs de ces raids numériques, pas des complices bien sûr, mais des acteurs qui doivent, pas qui peuvent, mais qui doivent mettre en adéquation leurs outils et retirer, lorsque, a fortiori, il y a une plainte qui est déposée et une condamnation qui est enregistrée, mais qui doivent coopérer, parce qu'un raid numérique, au moment où il intervient, agresse la victime, mais bien entendu, la contagion de ce raid numérique et le nombre de vues est une agression continue, insupportable pour la victime, qui exige, là pour le coup, de l'hébergeur et de la plateforme une réaction. C'est un point sur lequel je voudrais apporter une vigilance particulière et voir s'il nous est possible, dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi et de ses déclinaisons futures, d'avoir une plus grande exigence. Et un dernier
mots sur la contravention d'outrage sexiste, qui effectivement développe l'arsenal, notamment préventif, dont je parlais tout à l'heure, mais en l'occurrence répressif également, puisque lorsqu'il y a outrage sexiste, il y a contravention. Donc 894 contraventions ont été à ce stade enregistrées en 13 mois. C'est beaucoup mieux que zéro. Ça reste quand même un chiffre qu'il va falloir mesurer, et dont il va falloir surtout mesurer l'uniformité. Je le dis parce que, en termes quantitatifs, l'INED en 2017 avait recensé 3 millions de femmes qui chaque année se disaient victimes de harcèlement ou d'outrage. Alors évidemment, la définition pouvait être différente. Il ne s'agit pas d'enregistrer 3 millions de contraventions, mais il y a encore un gap. Et puis je voudrais évoquer devant vous une difficulté qui m'est chère, c'est l'application de ce dispositif législatif en Outre-mer. En l'occurrence, avant de revenir en commission, Madame la Présidente, en Nouvelle-Calédonie, j'ai eu l'occasion d'interroger les services de gendarmerie et de police pour savoir combien de contraventions avaient été recensées. Et en 13 mois, pour l'instant, c'est zéro. Je ne suis pas certain que le chiffre soit beaucoup plus élevé ailleurs, notamment en Polynésie française, je pense à l'outre-mer, naturellement, mais ça mérite d'être vérifié. En tout cas, ça mérite de faire l'objet peut-être d'une information et d'une communication supplémentaire. Peut-être y a-t-il un décalage, et j'insiste là-dessus parce que assez souvent, c'est vraiment le risque que nous courons dans les territoires d'outre-mer, le décalage entre l'annonce, l'arsenal juridique qui se développe, la répression pénale qui est aujourd'hui effective, et l'absence de mise en œuvre, quelles qu'en soient les raisons, dans ces territoires, crée encore plus de difficultés qu'il n'en résout. Et c'est au sujet des contraventions d'outrage sexiste, mais plus globalement en matière de violence, d'autant plus incompréhensible et probablement insupportable que malheureusement les territoires d'outre-mer sont les plus violents. C'est ce que le Grenelle reconfirmera malheureusement en termes de violence sexuelle ou de violence physique, d'ailleurs du couple ou pas. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, est malheureusement leader avec un taux qui est 7 à 8 fois supérieur à la moyenne nationale. Donc, on ne peut pas, en tout cas, je ne considère pas que le Grenelle pourra aborder, comme il le souhaite, c'est très bien, la profondeur de cette problématique de société, singulièrement dans les Outre-mer, sans que la mise en application de cette loi, qui en est, je trouve, un complément très utile, ne fasse aussi l'objet d'une meilleure application. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire en conclusion. C'est quand même une loi sur laquelle il faut un temps et sur laquelle j'aurais volontiers tendance à solliciter des services de la Commission ponctuellement, naturellement, mais ponctuellement quand même un peu pour aller rechercher peut-être des informations, aller notamment en Outre-mer également solliciter et vérifier et surtout chercher les raisons pour lesquelles, s'il y a un décalage d'application, ce décalage est constaté. Voilà, merci Madame la Présidente. Je vous remercie, mais je pense que justement, Madame Louis, maintenant, a son attention attirée sur ce décalage sur les Outre-mer et dans l'évaluation qu'elle va pouvoir réaliser. Elle aura peut-être accès à beaucoup de données qui lui permettront d'avoir un regard vigilant sur cette question qui est fondamentale.